charmante. Oh, tais-toi, tu m'affales. Décide de là. Merci. Conduisez-le pour courtisan et que cet exemple serve dans le cachot qu'on réserve au mari rêve, au mari calme, au mari si, au mari drôle. Au mari récalcitrant, au mari récalcitrant. Au mari reine, au mari calme, au mari si, au mari tremble. Au mari récalcitrant, au mari récalcitrant. Il semble bien s'amuser, Jacques Offenbach, avec le mot récalcitrant. Car depuis l'origine, l'opérette est un jeu. Elle détourne le langage, elle détourne la musique, elle détourne l'amour et les sentiments d'une mélodie mélo à un cœur loufoque. Vous employez une musique qui a l'air savante dans une situation burlesque. Mais il y a aussi le contraire dans l'opérette, c'est que tout à coup, dans une situation totalement burlesque, ça s'arrête, et il y a un moment d'extraordinaire pulsion sentimentale et beauté lyrique. Chez le compositeur Hervé, inventeur de l'opérette avec un peu d'avance sur Offenbach, l'humour se veut d'abord extravagant, fait de satire et de calembours. Inspiré par le théâtre et l'opéra de son époque, Hervé en tire des scénarios grotesques. Réjouissez-vous, pleurons pas fardeau, bientôt mon époux viendra près de nous. Quand le noir chagrin s'envole sous dos, nous aurons demain un autre destin. Bien que ce ne soit pas l'élément principal de son humour, Hervé écrit également des pastiches musicaux. Dans son opérette Le Petit Faust, il s'inspire par exemple de la célèbre Marche des soldats, extraite du Faust de Gounod. Dans l'œuvre d'Hervé, cette même musique accompagne également l'entrée d'un soldat, mais cette fois sur des paroles complètement ridicules, dans un humour qui semble préfigurer les Monty Python. Quand un militaire, il part pour la guerre, il embrasse son père, il embrasse sa mère, il embrasse son frère. Madame, s'il n'a pas de frère, il se contente alors d'embrasser sa carrière. Offenbach devient sous le Second Empire le vrai champion de la parodie musicale. Il se passionne pour ce procédé, peut-être parce qu'il possède un solide métier de compositeur qui lui permet d'imiter à la perfection les œuvres dont il se moque. En italien. Allez,
Parlez donc italien. Patati, Une des racines de l'humour, c'est de prendre des choses qui étaient sacrées, grande musique, ou alors l'histoire ancienne, et tout à coup s'en moquer de façon extrêmement triviale. Quand on voit La Belle Hélène, ou quand on voit Orphée aux Enfers, avec des allusions à l'Antiquité, à Dieu, à Pluton, à Jupiter, aux Ajax, à l'Odyssée, les gens connaissaient par cœur ça, c'était la base de l'enseignement classique. Donc ils hurlaient de rire, ou ils s'étranglaient d'indignation d'ailleurs, quelquefois, qu'on puisse comme ça parler des dieux et des héros grecs ou romains. Parodie mythologique, minauderie amoureuse des déesses, à ses débuts, l'opérette prend ses distances avec le lyrisme de l'opéra en soulignant plutôt l'aspect volage et léger de l'amour. Car le public masculin se rend également au théâtre pour apprécier les formes des actrices plus ou moins déshabillées. De Blanche d'Antigny et Hortense Schneider à Marthe Chenal, les chanteuses d'opérette mêlent subtilement humour et amour dans les multiples sous-entendus érotiques que leur réservent librettistes et compositeurs. Au contraire, à la Belle Époque, le sentiment finit par l'emporter sur la parodie. L'opérette se fait lyrique et fleur bleue dans les opérettes viennoises qui deviennent populaires en France après 1900, ou dans les airs d'amour des Petites Michues et de Véronique de Messager. Toutes ces œuvres dessinent une forme d'opéra tendre, où les flirts comportent leur part de cruauté et de désespoir, mais où l'histoire finit toujours bien. Je crois qu'il y a un équilibre très très clair entre le divertissement et le rire et le côté sentimental qu'on peut trouver dans quasiment tous les ouvrages où la musique est belle. Je pense à Monsieur Beaucaire, je pense à... Bon, je parle encore des cloches de Corneville parce que c'est vrai, c'est un souvenir d'enfance qui m'a frappé, mais Hans le joueur de flûte, ça touche très profondément les gens, je crois. La grande valse d'amour qui conclut Les Saltimbanques de Louis Gane célèbre même avec une ferveur religieuse les élans du cœur, loin des passions ridicules des héros d'Offenbach. C'est l'amour qui rend chaque jour la gaieté. C'est l'amour qui rendra la liberté. Dans l'euphorie qui suit la Première Guerre mondiale, l'esprit humoristique l'emporte à nouveau et balaye joyeusement toute forme de sentimentalisme. La passion du jeu de mots, dans les livrets de Wilmetz ou de Sacha Guitry, rejoint parfois le goût de l'absurde prisé par les poètes avant-gardistes, mais aussi tout un répertoire de refrains populaires baptisés « chansons idiotes ». Dranem, le maître du genre, chante au milieu de la scène en se tenant immobile. Ça s'appelait le rétameur. Tap, 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 c'est moi qui rétape les chaudrons, les casseroles. Je coule du plomb dans le trou du fond des marmites et des chaudrons. Tap, 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 c'est moi qui rétape les chaudrons, les casseroles. Y en a pas beaucoup, comme vous voyez, vous pour emboucher les petits trous. Allez, les enfants, allons-y. Les voilà complètement rétamés.
Bonsoir, messieurs, dames. Quelques années plus tard, Fernandel sera l'héritier du style de Dranem. Faire la puce possède chez lui des objets de prix. De Vénus, de Milo, il a les deux fameux bras. Il a le bilboquet en bois du roi Henri III. Et un haricot, dit-on, du vase de Soissons. C'est le roi de Saint-Ouen. On peut dire qu'il la connaît dans les coins. Il est sénat et il fait collection des plus bizarres occasions. Dans l'opérette des années 20, tout n'est que plaisanterie, travestissement, parodie, détournement, libertinage. Difficile de trouver le moindre sentiment amoureux authentique dans Fifi de Christinet. Oh, tais-toi, tu m'affales, je suis à bout, vois-tu, il faut que s'envole maintenant ta vertu. Dans tes yeux, chérie, laisse-moi deviner ta tendresse. C'est l'histoire, c'est burlesque, un peu, comment dirais-je, poujadisto, franchouillarde, il faut bien le dire, mais avec des airs charmants. Et elle sort en 1918, c'est-à-dire que c'est le moment où tout à coup, c'est le symbole de la guerre est finie, on veut tout oublier. Cette horreur, ces morts, cet holocauste, on veut l'oublier. Et donc ce type d'opérette-là, complètement folle, débridée, surréaliste, drôlatique, c'est un peu comme le surréalisme, au fond, en littérature, c'est un peu une réaction à l'horreur qu'on a connue en 14-18. On affirme que la vérité est mieux toute nue. Moi je proclame que la toilette est pour la femme la moitié de la beauté. Les hommes entêtés auront beau se buter, discuter, ergoter, comploter, jaboter. Bien chapeauté, beauté, bien corseté, bien pomponné, bien gâté. Une femme séduira toujours les messieurs. Bien habillée, poudrée, bien maquillée, bien coiffée, bien parfumée. Une femme est un charme pour les yeux. Dans les comédies des années 20, la parodie musicale est également de retour, notamment chez Maurice Yvain qui se moque à son tour du mythe de Faust. Au début de Là-haut, dont l'action se déroule au paradis, le héros reprend sur un rythme de music-hall le grand air de Gounod, Ange pur, ange radieux. Ange pur, ange radieux, me voilà donc au sein des cieux. Vous me faites beaucoup d'honneur de me recevoir de si bonheur. Pour éclairer ma religion, pourrais-je vous poser une question? Avant que j'emménage, voulant être à la page, je serais heureux qu'on fasse visiter les lieux. Où sont les lavabos? Là-haut. Y a-t-il le gaz et l'eau? Là-haut. Avec vos flocons moelleux, franchement dites moelleux, j'ai grand peur que ce ne soit timide un peu. Dans un autre genre, Charpini et Brancato, deux hommes dont l'un joue le rôle de la femme, interprètent les morceaux d'opérette et détournent les airs d'opéra. Une jolie page de mon camarade Audran, la mascotte. In English Mascot Song. Nous y sommes, Chopin? Oui. Bon. Alors Bettina et Pipo, pas vous gousse. C'est gracieux. Je sens lorsque je t'aperçois comme un tremblement qui m'agite. Et moi, Bettina, quand je te vois, c'est étonnant comme je palpite. T'es comme moi, tu bouffes trop. Si tu t'approches de moi soudain, je tremble comme une petite poule. Quand ma main rencontre ta main, crac, c'est fini, je perds la boule. C'est la croissance qui se prolonge. Encore? C'est mieux que mes dindons. C'est mieux que mes moutons. Quand ils font leur doux, glou, glou, glou. Quand chacun de ses bains, glou, 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 bain, glou, 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 bain, glou, 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 bain. Mais ça ne va pas. Mais si, mais ça me plaisait beaucoup au contraire, bah voyons. Je croyais que t'étais malade. Pas du tout. Pardon, Bettina. Dans cette époque portée à la parodie, Reynaldo Hahn s'efforcera de maintenir la tradition d'une opérette émouvante et délicate.
Né à Caracas en 1875, arrivé à Paris avec sa famille à l'âge de 4 ans, il a connu le succès adolescent avec ses mélodies sur les textes des grands poètes comme Verlaine, qui vient lui-même l'écouter. Ami intime de Proust, admirateur et confident de Sarah Bernhardt, c'est seulement en 1923, à près de 50 ans, que Reynaldo Hahn compose Ciboulette, sa première opérette. Dans la tradition de Lecoq et de Messager, les personnages de Ciboulette mêlent leurs sentiments amoureux à l'humour léger des chansons populaires. Plaisir d'amour, plaisir d'honneur, muguet, plaisir d'honneur, plaisir d'amour, plaisir d'honneur. Stimulé par le succès de Ciboulette, Reynaldo Hahn finit par aborder lui-même le genre plus moderne de la comédie musicale. Dans Mozart, puis Ô mon bel inconnu, les livrets de Sacha Guitry lui permettent de mettre en musique les mensonges de l'amour. L'humour froid et le cynisme de Guitry en font alors un librettiste prisé dont le style singulier apparaît également dans L'amour masqué d'André Messager. En 1923, Sacha Guitry écrivait une comédie musicale, l'expression était alors nouvelle, destinée à mettre en valeur la ravissante voix d'Yvonne Printemps. Cette œuvre vient d'être reprise à Paris et Jean Marais s'est vu confier le rôle tenu naguère par Sacha Guitry. Offrir son bras, c'est vraiment peu. Et puisqu'on peut offrir les deux, pourquoi faire à moitié les choses? Sacha Guitry est vraiment un auteur bourgeois par excellence, mais dont la sauvagerie, la cruauté, la méchanceté, le cynisme, l'obscénité presque, enfin, est poussé à un niveau que je repère difficilement chez d'autres auteurs, que ce soit des auteurs de théâtre ou des auteurs ou des librettistes. Mon Dieu, que c'est bête un homme, mon Dieu, que c'est bête un homme. Alors, vous pensez Après la Seconde Guerre mondiale, le public français va se tourner plus largement vers l'opérette sentimentale et le répertoire viennois, déjà très prisé dans les années 30. De retour sur toutes les scènes, Le pays du sourire de Franz Lehár raconte les amours difficiles entre deux êtres et entre deux mondes, la Chine et l'Europe. Mon amour et ton amour sont nés le même jour, d'un regard très court, mais qui vous charme pour toujours. Mon amour et ton amour se disent tour à tour. Je t'aime bien, tu m'aimes bien, le reste n'est plus rien. Composé au début du siècle, Rêve de valse d'Oskar Strauss revient également en force après 1950 dans l'interprétation de Marcel Merkès et Paulette Merval, tandis que Jacques Ledru compose son opérette sentimentale à grand spectacle, Vienne, chante et danse. Vu le succès de l'ouvrage, nous avons donc fait une deuxième année. Et c'est pour cela que nous sommes à la 500e. Alors j'aimerais que pour la 501e fois, oui, vous alliez vous habiller, mettre les costumes, oui, et que vous dansiez, vous chantiez. Voilà. Eh bien, avec grand plaisir. Ceux qui chantent, qui dansent à Vienne, ceux qui chantent à nouveau nos cœurs, quand les lilas du printemps reviennent et que les filles sont comme les fleurs, valent sous les yeux
Dans les opérettes à grand spectacle, l'élément humoristique ne joue plus le rôle de fil conducteur, mais il intervient épisodiquement durant la représentation à travers le personnage du fantaisiste. Le fantaisiste d'opérette, c'est effectivement un personnage indispensable dans toute opérette. Alors on peut penser à Bourvil et à tous ces comédiens qui entouraient, par exemple, Luis Mariano dans les années 50. Mais alors, ce type d'emploi remonte très loin parce que c'est effectivement, depuis l'origine du genre, les fantaisistes ont été présents, des fantaisistes à voix ou des fantaisistes sans voix, peu importe d'ailleurs, et c'est un emploi incontournable dans l'opérette. Parmi les rares fidèles aux comédies musicales d'avant-guerre, le compositeur Georges Van Parijs fait encore appel dans ses opérettes aux vedettes de la chanson et du music-hall. Mouloudji chante dans La Tour Eiffel qui tue et les compagnons de la chanson interprètent Mini Moustache. Van Parijs est resté célèbre comme compositeur de chansons et de musique de film, Belle de nuit de René Clair, Casque d'or de Jacques Becker ou French Cancan de Jean Renoir. Si dans cette heure il y avait une chanson que chantaient des chanteurs de rue, et que fredonnaient ensuite Maurice Chevalier, Marcel Derrien, François Perrier. C'était une chanson, c'était une petite valse populaire. Pour les amants, c'est tous les jours dimanche. Sans ton amour qui donnait pas de printemps. Quand on chante, c'est que tout va bien, hein? Tout va bien. En cours de tournage, Jean Boyer me dit, écoute, c'est idiot, on a Arletty, on a Michel Simon, on a Andrex, ce sont tous des gens qui chantent, on va faire une chanson. Et on a imaginé de faire ce Comme de bien entendu, qui d'ailleurs a été un très très gros succès. Et il y avait Michel Simon, Arletty était si drôle d'ailleurs, quand Michel faisait... Comme de bien entendu, comme de bien entendu. Et Arletty aussi chantait mais il la trouve à mauvaise, comme de bien entendu. Et on s'est beaucoup amusé avec cette chanson. Ravivant l'esprit des grandes parodies d'opérette, Van Parijs compose en 1950 Tristeuil et Brunehouille, l'histoire d'un opéra commencé par Rossini, continué par Wagner et terminé par Gershwin. À la même époque, les spectacles des Branquignoles, créés par Robert Derry et sa troupe, se présentent comme des revues de music-hall déjantées où l'on se moque volontiers de l'art sérieux, comme le faisait Hervé un siècle plus tôt. Quoi vous m'épouseriez, à la tête je serais prince, moi petit canonnier, sorti de ma France, je vais à vous À mon avis, pour faire une bonne opérette, c'est tout un dosage. Il faut partir à 8h30 et lâcher le public à minuit moins le quart. Il faut que ça monte. Fondée sur l'efficacité, l'opérette à grand spectacle évite le plus souvent de se moquer du monde et préfère flatter les bons sentiments. José Todaro succède à Luis Mariano et chante les rôles de ténor de charme. Francis Lopez, on dit, c'est de l'opérette. Alors avec une musique moins incontestablement décadente par rapport à la grande musique de l'opérette. Mais il y a un autre problème, c'est que c'est absolument pas drôle. Dans un spectacle de Francis Lopez, vous ne riez pas à un seul moment. Il n'y a pas d'humour, il n'y a pas la trace d'humour. Donc en ce sens, est-ce que c'est bien de l'opérette? Peut-être que déjà ce n'est plus de l'opérette.
Il y a des comédies musicales aujourd'hui qui triomphent à nouveau, donc qui contredisent cette idée que en France les comédies musicales ne marchent pas. C'était un truc qui était donné comme ça, comme une espèce de vérité absolue. Puis voilà, il y a eu Notre-Dame de Paris et du coup tout le monde dit formidable, les comédies musicales c'est ça qui fait de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire des vraies comédies musicales, c'est-à-dire des pièces des œuvres lyriques qui soient faites pour faire rire? Je ne le sais pas, je ne le comprends pas. C'était à minuit rue d'Athènes, la voyant seule qui se promène. Je lui dis, mon enfant, bonsoir. J'ajoutais à cette heure indue, que faites-vous donc dans la rue? Naïvement et sans savoir, elle dit, je fais le trottoir. C'est une gamine charmante, 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 qui possède une âme innocente, innocente.